L'échiquier international, soyez les bienvenus. La CIJ, la Cour internationale de justice, et la CPI, Cour pénale internationale, mettent au banc l'entité sioniste. Ses alliés, oui, il en reste un peu, sont en panique. Oui, il y en a peu, car actuellement, 146 pays reconnaissent l'État de la Palestine. Le drapeau palestinien fait son entrée dans les festivals culturels, les événements sportifs, les cérémonies de diplôme aux États-Unis, en plus des marches en majuscules qui traversent la majorité des capitales occidentales, mais également les capitales de tout le globe. Un mouvement donc est en marche et difficile à canaliser. Paradoxalement, plus Netanyahou et son cercle bombardent, comme ce matin par exemple, encore à Khan Younes, plus ils sont marginalisés. La diplomatie internationale n'est pas en reste. L'Italie, l'Irlande, la Norvège, la Corée du Sud, pour ne citer que, font des gestes forts et évoquent le retour en urgence au droit international. Mais enfin, tout ce beau monde a une seule et même chose en tête: en finir avec la rhétorique de circonstance. Place aux actes, c'est-à-dire comment arrêter une bonne fois pour toutes cette surenchère qui est synonyme de génocide à Gaza. On fait le point avec notre invité du jour et c'est tout de suite. La Cour internationale de justice ordonne à l'entité sioniste d'arrêter immédiatement son offensive militaire sur Rafah. Selon la CIJ, l'opération actuelle serait susceptible d'infliger au groupe palestinien de Gaza des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique et totale. Dans le camp opposé, donc sioniste, on fait la sourde oreille. On en parle avec notre invité du jour. Il s'agit de Michel Fayad, analyse politique. Il est en direct avec nous de Paris. Bonsoir Michel Fayad. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Michel, je le disais, un vent de dénonciation dû au massacre à Gaza se lève d'ailleurs de plus en plus depuis le 7 octobre dernier. Même les plus hautes instances onusiennes, sans parler de la plupart des diplomates, vont même jusqu'à utiliser le terme de génocide. Et pourtant, Netanyahou et les États-Unis campent sur leur position. Donnez-nous de prime abord votre avis sur ce tableau, ce bras de fer mondial entre d'un côté les pays qui se rangent de plus en plus du côté du droit international et les autres qui continuent à soutenir aveuglément l'entité sioniste. Je pense que tout d'abord, depuis le 7 octobre, Israël avait à peu près la communauté internationale de son côté suite à ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu quand même 2 kibboutz qui avaient été exterminés. Mais à partir du lendemain ou du surlendemain, quand Netanyahou a commencé sa riposte sanglante, les choses se sont inversées dans la communauté internationale et dans les médias. Les choses se sont tournées en faveur des Palestiniens, de la cause palestinienne contre Israël. Maintenant, ce qui est important, c'est de rester un peu dans une idée un peu logique et essayer d'en arriver à une solution le plus rapidement possible, une solution pacifique. L'entrée de l'État de la Palestine dans l'ONU, déjà, elle est, à mon avis, elle est questionnable. Je vais expliquer pourquoi. Mais en tout cas, quand l'État de Palestine est rentré dans l'UNESCO, les choses n'ont pas vraiment changé pour les Palestiniens, parce que les Palestiniens veulent pouvoir vivre librement et avoir un État, ce qui n'a pas changé avec l'entrée à l'UNESCO. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça pour l'ONU? C'est parce que avant d'entrer dans l'ONU, il est important de fixer les frontières de l'État de la Palestine. Parce que si vous rentrez dans l'ONU avant même que les frontières aient été décidées, alors en fait, vous n'avez rien fait. C'est juste symbolique et ça restera symbolique. Si vous voulez que les choses changent, il est important que les frontières soient définies. Donc il est d'abord, avant même de parler d'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU, il est important de faire reconnaître des frontières, peut-être celle de 67, c'est-à-dire toute la bande de Gaza, toute la Cisjordanie, voire même Jérusalem-Est. Si c'est le cas, alors la prochaine étape serait la reconnaissance de l'État de la Palestine. Mais sinon, si on reconnaît juste l'État de la Palestine sans avoir fixé les frontières, je crains que ce soit juste un peu pour l'honneur et rien d'autre. Vous évoquez un point crucial, à savoir
la question des frontières, des bordures, hein. On sait que également l'entité sioniste ne définit pas ses frontières. On se rappelle avec la démonstration de Netanyahou à l'ONU quand il montre une carte de la région et on ne voit pas exactement où sont les frontières et surtout on n'arrive pas à distinguer tout bonnement les territoires palestiniens. Ce qui a fait scandale à l'époque, ça voulait dire indirectement que l'entité sioniste ne reconnaissait pas la Palestine et ne comptait pas la reconnaître. Non, mais c'est évident, Netanyahou ne veut pas de la création d'un État palestinien, de la même manière que le Hamas ne souhaite pas en réalité l'existence d'un État israélien. Donc aujourd'hui, on a deux forces, l'une en face de l'autre, qui veut nier l'existence à l'autre. Donc, Alors Michel Fayad, je suis obligé de vous arrêter parce que le texte du Hamas de 1988, c'est vrai, il niait l'entité sioniste. Depuis 2005 et 2006, le texte du Hamas reconnaît les frontières de 67 et dit que si l'entité sioniste acceptait de respecter donc le territoire palestinien, eh bien par conséquent, on reconnaîtrait plus ou moins un État, un État vivant à côté de l'État de Palestine. Donc les textes sont très, très clairs au niveau du Hamas à ce niveau-là. non, pas tout à fait. Ce que le Hamas a dit quand on l'a interrogé spécifiquement sur la charte initiale et la nouvelle charte plus récente, le Hamas a dit que la nouvelle charte ne remplace pas l'ancienne, mais vient en complément de l'ancienne. Ce qui signifie que la charte initiale n'est pas annulée. Et vous savez très bien que le Hamas, faisant partie de l'Organisation mondiale des frères musulmans, a quand même pour objectif final, idéologique, l'établissement d'un califat islamique mondial. Donc on ne peut pas imaginer qu'il se limite à la bande de Gaza et la D'accord, mais qu'est-ce qu'on lit précisément sur les bordures de la nouvelle charte, c'est-à-dire de 2005 ou 2006? Qu'est-ce qu'on y lit précisément? Il y a différents points. Et l'un des sur les frontières, je parle des frontières. Sur les frontières, il est mentionné les frontières de 67, sauf que, et c'est pour cela, comme je dis, que c'est très important de bien lire et de bien écouter ce que le Hamas dit, oui. Il n'y a pas de reconnaissance de l'État d'Israël. Et comme je vous disais, il est dit également que la nouvelle charte ne remplace pas l'ancienne, ce qui signifie qu'elle vient en complément. C'est ce que le Hamas dit, ça c'est pas une analyse si vous voulez, c'est vraiment une déclaration officielle de la part du Hamas. Donc le Hamas joue un peu le flou. Mais en face, c'est la même chose. Je veux dire, Netanyahou prétend qu'il veut la paix, et de l'autre côté, il ne veut pas du tout d'un État palestinien. Donc, je ne suis pas en train de dire que d'un côté, c'est bien, de l'autre côté, c'est mauvais. Pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est que la charte de 2005 et de 2006, elle est très claire par rapport aux frontières de 67, parce qu'on a reproché longuement... On a reproché longuement au Hamas cette histoire de nier toute existence vivant côte à côte de l'État de Palestine en théorie. Et puis le Hamas est revenu sur ça. Les textes sont très clairs. Enfin, c'est pas grave. On invitera les téléspectateurs à les juger. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Non, moi j'ai aucun problème que les spectateurs voient, parce que dans la nouvelle charte, il est nullement mentionné, comme je vous ai dit, que le Hamas reconnaît l'entité d'Israël, et ça c'est une chose. Et l'autre chose, pas l'entité d'Israël, les frontières de 67. Il le dit de manière. Voilà. Mais ils reconnaissent les frontières de 67, mais s'ils ne reconnaissent pas Israël en face, c'est qu'ils souhaitent peut-être annihiler Israël. Et donc, comme je vous ai dit, comme ils disent que leur nouvelle charte ne remplace pas l'ancienne, mais vient en complément, cela signifie que l'objectif reste le même, c'est ça. Et connaissant l'idéologie des frères musulmans, comme vous le savez, c'est le Hamas et l'émanation des frères musulmans en Palestine, le but final est le califat islamique mondial. C'est idéologique, vous savez bien. Alors Michel Fayad, je suis obligé aussi de vous répondre, c'est bien parce que ça va alimenter le débat. La première chose, c'est que cette rhétorique, à savoir annihiler l'entité sioniste, les gens du Hamas savent très bien que la stratégie se base notamment sur le front diplomatique et surtout sur le front symbolique. Ils n'ont pas les capacités d'annihiler une puissance nucléaire qui est l'entité sioniste. Donc les gens du Hamas ne sont pas plus imbéciles ou plus intelligents que la plupart des gens. Donc ça, ils le savent. La deuxième chose, c'est que le Hamas n'a pas grand lien avec les frères musulmans, parce que les frères musulmans, eux, plaident pour une espèce de khalifa et reprochaient justement au Hamas de se battre uniquement pour la terre. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les faits ont prouvé le contraire.
Lorsqu'il y a eu la guerre en Syrie, le Hamas, au départ, si vous vous souvenez, s'est retourné contre le régime syrien qui l'accueillait pourtant et s'est mis du côté justement des frères musulmans pour combattre Bachar el-Assad. Et puis plus récemment, s'est retourné à nouveau, s'est réconcilié avec Bachar el-Assad et a tourné la page. Et ça a été la même chose vis-à-vis de l'Iran et du Hezbollah, puisque l'Iran et le Hezbollah s'étaient donc disputés avec le Hamas suite justement au fait que le Hamas et les frères musulmans aient combattu Bachar el-Assad. Et quand les choses se sont améliorées, il y a eu une réconciliation entre les deux groupes. Donc il faut bien prendre en considération que non seulement donc, le Hamas est bien l'émanation des frères musulmans en Palestine, mais également c'est rangé avec les frères musulmans en Syrie pour combattre à leur côté contre le régime syrien. Et je voudrais rajouter également que, vous savez, le blocus à Gaza, il est d'un côté un blocus israélien, mais il est de l'autre côté également un blocus égyptien. Et le blocus, il est égyptien également parce que justement, le président égyptien Sisi considère que le Hamas est l'allié des frères musulmans égyptiens et souhaite donc renverser le régime du président Sisi. Donc l'alignement du Hamas avec les frères musulmans a été prouvé dans les faits, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte ou en Palestine. Alors en Syrie, on peut vous rétorquer qu'on a vu aussi les images de Netanyahou qui avait pris la décision de soigner le front Al-Julan au sein des hôpitaux sionistes et les alliés naturels de Netanyahou, c'était les frères musulmans, notamment le front Al-Nusra, qui était, selon Laurent Fabius à l'époque, qui faisait du bon boulot. Donc, et on sait que la Syrie aide beaucoup la résistance palestinienne. Et donc, c'est pour cela que c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on veut bien décrire, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, le Hamas avait comme siège, non pas le Qatar, mais Damas, pendant très longtemps. Oui. Donc le régime syrien et le Hamas avaient une excellente relation. Mais lorsque la guerre a éclaté en 2011, le Hamas s'est rangé avec les frères musulmans contre le régime de Bachar el-Assad. Puis les choses ont évolué et ont changé. Mais vous avez parfaitement raison dans ce que vous avez dit sur Laurent Fabius et ses propos qui étaient totalement inadmissibles, comme vous l'avez relevé. C'est complètement... En fait, je voulais dire que les alliés, ça peut paraître un paradoxe pour certains, mais les alliés de circonstance de l'entité sioniste sont bien les frères musulmans. Donc les frères musulmans ne peuvent pas être, d'une certaine manière, également les alliés ou les accompagnateurs ou les mécènes de la résistance palestinienne. Encore une fois, c'est encore plus compliqué que ça, puisque vous vous souvenez aussi que les frères, Al-Qaïda, par exemple, à l'époque de la guerre en Afghanistan, était lié aux Américains, qu'à l'époque de la guerre Iran-Irak, les Israéliens... C'était en 79. Oui, tout à fait. Durant la guerre Iran-Irak, qui a duré 10 ans jusqu'en 1988-89, vous savez, Israël soutenait l'Iran. On se rappelle la fourniture d'armes. Donc les choses sont vraiment plus compliquées que ce qu'elles n'y paraissent. Les frères musulmans choisissent leurs alliés de circonstance et vice-versa. Les Américains et les Israéliens ont également fait des alliances contre nature. Et d'ailleurs, ils l'ont souvent payé très cher. Les Américains avec le 11 septembre, les Israéliens avec le 7 octobre. Et c'est justement cette politique-là de jouer avec le feu qui aujourd'hui leur revient en pleine figure. Michel Fayel, vous analysez aussi les sujets géostratégiques depuis pas mal d'années. Vous savez très bien que les Occidentaux ont toujours joué la carte extrémiste pour à la fois en finir avec les régimes ou les États, entre guillemets, laïcs arabes. Ils l'ont fait en Irak avec Saddam Hussein, ils l'ont fait en Syrie, ils l'ont fait aussi en Tchétchénie à un moment donné pour en finir, pour un peu écorner les frontières russes. Les alliés naturels de l'Occident sont bien ce qu'on appelait la nébuleuse Al-Qaïda contre les États laïcs arabes. Vous le savez très bien. Enfin, ça c'est même pas une opinion, ça se vérifie dans les faits, dans l'histoire. En fait, je vais dans votre sens, parce que tout à fait, lorsqu'il y a eu la guerre froide, malheureusement, l'Union soviétique soutenait ces pays, la plupart de ces pays laïcs que vous citiez, et ces pays laïcs se tournaient donc plutôt vers l'Union soviétique. Et de l'autre côté, effectivement, la seule opposition réelle au communisme dans la plupart de ces pays était l'islamisme. Et donc, effectivement, les Américains et les Occidentaux en général ont soutenu ces régimes ou ces organisations islamistes face au communisme. Et donc, effectivement, on jouait avec le feu, parce qu'une fois que l'Union soviétique est tombée et que le communisme a échoué,
eh bien, ces islamistes sont peu à peu retournés contre les Occidentaux, puisque leur véritable objectif est quand même de taper l'Occident et même de conquérir l'Occident, même si aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont pas idiots, ils savent bien qu'il y a le nucléaire en Occident, etc., ou même le nucléaire en Israël, mais il n'empêche que l'objectif qu'ils ont final, c'est quand même leur conquête. Et donc, c'est en cela que les Occidentaux font une erreur fondamentale en renforçant durant l'histoire, en renforçant ces organisations ou ces pays qui ne font pas du tout leur intérêt en réalité. Mais la guerre froide, vous avez parfaitement raison, a fait énormément de mal à toute cette région, allant de l'Afrique du Nord jusqu'au bout du Moyen-Orient, Mhm. en créant cette dualité entre soit, disons, laïque et soit islamiste. Ça a véritablement été catastrophique et c'est dû à la guerre froide et au jeu très néfaste des Américains et des Soviétiques. Très bien, Michel Fayad. Alors, on avance, si vous voulez bien. L'entité sioniste a bombardé donc directement les tentes de civils déplacés comme à Khan Younes. C'était hier. Khan Younes, ça se situe au sud de Gaza. 12 civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués au lendemain. Puisqu'on parle d'histoire, continuons. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a convenu que le monde devait s'appuyer désormais sur la loi internationale, sur la logique juridique, quoi, au lieu de la force aveugle ou de l'arbitraire. Finalement, en fait, le contraire de la loi, c'est la barbarie ou l'arbitraire. Alors, l'entité sioniste n'a pas coutume de respecter les lois internationales. Ces lois internationales qui donnent le droit aux Palestiniens de se défendre, y compris par les armes, selon la résolution 3743. Donc, cette résolution 3743 donne par conséquent le droit au Hamas, en fait c'est toute la résistance palestinienne, mais puisque on évoque souvent le Hamas, restons sur le Hamas, donne le droit au Hamas de se défendre. Netanyahou, de son côté, joue à ce qu'on appelle la théorie du chien fou. Vous savez, le droit international, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Moi, je l'ai étudié, mais là, C'est ça pour a ça que été je me parmi... pose la question, justement. Oui, oui, c'était parmi mes études, mais pour faire un peu la contre-polémique, entre guillemets, vous savez que le général de Gaulle disait l'ONU, ce machin. Et en fait, c'est ça la réalité, malheureusement, c'est que le droit international est bafoué par la plupart des États, et en premier lieu par les États-Unis eux-mêmes. Rappelons-nous la guerre en Irak, rappelons-nous différentes choses. Et donc, ce droit international, il est plus, comme je le disais un peu en début d'émission, en plus un peu quelque chose C'est théorique. d'honorifique, de théorique que de réel. Vous savez, il y a eu, en fait, aujourd'hui, certains parlent donc d'un génocide à Gaza, mais il y a eu des génocides également de Hutus dont on a très peu parlé, qui commencent à se faire plus connaître, qui étaient beaucoup plus importants. Un génocide cambodgien qui a tué le tiers de la population du Cambodge. Il y a eu des choses extraordinaires et dans le silence total de la communauté internationale. Même la guerre du Liban en 1975-1990, qui en réalité a défendu le crime qui était commis au Liban, un crime qui était d'ailleurs commis essentiellement par les Syriens et les Palestiniens avec la couverture arabe. Donc, malheureusement, Même les sionistes, Michel Fayad, soyons équitables quand même. ça, Sabra et oui. Shatila, c'était pas les Arabes, soyons objectifs. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en 1982, quand Israël est rentré au Liban, Israël est rentré en étant reçu par des fleurs lancées par la population chiite, Oui, et les choses ont évolué par la suite. on l'a oublié ça, hein. Voilà. Et par contre, il y a aussi autre chose, Sabra et Shatila, il y a eu deux Sabra et Shatila. Il y a eu Sabra et Shatila de 82, qui a été commis par Israël et par ses alliés, et il y a eu Sabra et Shatila de 1985, où il y a eu 3 fois plus de morts, vous pouvez le voir dans les différents livres Mhm. d'histoire, et qui a été commis par le mouvement Hamal, musulman chiite, donc allié du Hezbollah aujourd'hui, qui a tué 3 fois plus de personnes qui avaient eu comme mort 3 ans plus tôt. Les gens se rappellent de 82 et oublient 85. Donc imaginez, c'est vraiment compliqué l'histoire. Il y a eu différentes choses et on retient malheureusement certaines choses, on oublie d'autres qui sont parfois plus graves. Donc, C'est pas. et puis Mhm. il y a aussi une autre chose que je voudrais rappeler, c'est que il y a eu avant, à part ça, on parle de Sabra et Shatila, mais il y a également le massacre de Damour, où il y a eu plus de 1000 Libanais chrétiens qui ont été tués. Il y a eu le massacre de Zghorta, où il y a eu plus de 500 chrétiens libanais qui ont été tués.
par des Palestiniens et des Syriens. Donc il faut regarder dans tous les massacres qu'il y a eu En 2006, pour véritablement rendre hommage à l'histoire. en 2006, ce sont pourtant les sionistes qui bombardent le Liban. Tout à fait. Actuellement, c'est l'entité sioniste qui occupe le sud Liban, qui occupe le Golan. Non. Le sud Liban a été libéré en l'an 2000. Il reste les fermes de Chebra à libérer. Les fermes de Chebra, la ligne verte n'est pas respectée, Michel Fayad. Hein. En plus que la ligne verte, il y a également le ciel libanais qui n'est pas respecté. Et Oui, le ciel libanais n'est pas respecté depuis très très longtemps. Depuis les années 50, le ciel libanais n'est pas respecté. Parce que la souveraineté, elle doit être à la fois une souveraineté dans les eaux, dans la terre et dans le ciel. Et les Israéliens, effectivement, ne respectent pas la souveraineté aérienne du Liban et ne respectent pas non plus, effectivement, ils continuent d'occuper les fermes de Chebra, le village de Rajar et d'autres. Parce que Mais qui les occupe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas les Syriens? C'est qui les occupe? Oui, c'est ça ce que je vous dis. Les Israéliens les occupent et malheureusement, il faut rappeler encore une fois l'histoire, c'est qu'avant que les Israéliens occupent donc les fermes de Chebra et Rajar, ces territoires-là avaient été occupés par les Syriens et c'est pour cela que les Israéliens disent on les a pas pris aux Libanais, on les a pris aux Syriens. Et les Syriens, malheureusement, n'ont pas donné, comme l'ONU leur a réclamé, la preuve qu'effectivement, ils reconnaissent qu'ils les avaient occupés au Liban et que ces territoires sont bel et bien libanais. Je rappelle que non seulement ces territoires sont libanais, mais tous les titres de propriété des habitants sont enregistrés au registre foncier libanais, ce qui prouve complètement que ce sont des territoires libanais. Mais on voit qu'entre les Syriens et l'entité sioniste, ceux qui ont été susceptibles, ceux qui ont été soucieux de respecter le droit international, c'est bien les Syriens et non l'entité sioniste, puisque l'entité sioniste continue à bafouer la souveraineté du Liban. Ce sont des faits. Vous savez, les Syriens, il y a une résolution de l'ONU qui est la résolution 500. Je ne suis pas là pour défendre ni les Syriens, ni je suis pas. Attention, je pose des questions, mais je vois juste le Liban actuel. Je sais, sauf que je vous dis que la résolution 520 de l'ONU n'a jamais été respectée par la Syrie, qui était que le fait qu'elle occupait le Liban, et donc il a fallu plus de 30 ans pour que la Syrie quitte le Liban. Mais ils ont fini par le quitter. Oui, tout à fait, sauf qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas encore été réglées, comme les frontières avec la Syrie, qui n'ont pas encore été déterminées, et également les eaux de l'Oronte, qui sont également en discussion entre le Liban et la Syrie. Mais vous avez raison, quand la Syrie a quitté le Liban, les relations se sont améliorées. Moi, je suis même d'origine libanaise. Je considérais la Syrie comme un État agresseur tant que la Syrie nous occupait. Mais quand la Syrie a quitté le Liban, eh bien moi j'ai considéré que je n'avais plus de problème avec la Syrie. Et ce qui se passe aujourd'hui, enfin la guerre qui s'est produite en Syrie était quelque chose de véritablement triste et malheureux. Et je souhaite véritablement le meilleur à ce pays et à ce peuple. Ben, c'est ce qu'on souhaite ici, on souhaite le meilleur à peu près à tout le monde, hein, sans exception. Et c'est vrai que le Moyen-Orient est très compliqué. Un mot de la fin, Michel Fayad, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à la région? Déjà votre pays, le Liban, comment ça se passe brièvement? Écoutez, au Liban, le problème, il y a plusieurs problèmes. Il y a le fait qu'il y ait plus de 2 millions de réfugiés syriens au Liban. Il y a également toujours un demi-million de réfugiés palestiniens. D'après la Banque mondiale, la présence syrienne coûte au Liban 4,5 milliards de dollars par an. Donc depuis 2011 et jusqu'à la fin de l'année, cela est l'équivalent de 63 milliards de dollars qui auront coûté au Liban, qui a une dette de 100 milliards de dollars. Il y a également le fait qu'il n'y ait pas de président de la République au Liban en ce moment, qu'il y ait un gouvernement démissionnaire, qu'il y ait un parlement qui est devenu un collège électoral. Enfin, toute la situation au Liban est bloquée, la crise financière se poursuit. Sur le Moyen-Orient, malheureusement, avec un gouvernement belliqueux en Israël et avec la situation aussi côté palestinien, pour le moment, malheureusement, je reste pessimiste, mais j'espère me tromper et j'espère que les choses iront mieux parce que je pense que tous les peuples du Moyen-Orient, de toutes les religions, ont le droit à la liberté, à la sécurité, à la dignité. Et je pense que tous ces peuples, à la justice, tous ces peuples sont véritablement fatigués de tous les drames
et les tragédies de guerre. Voilà, ça sera tout. Merci beaucoup, Michel Fayad, de nous avoir accompagnés pour le rendez-vous du jour. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous étiez en direct avec nous à partir de Paris. À bientôt. L'information continue sur Al24 News. Bonne soirée, je vous dis à demain.